J'ai fait mon avortement et il y avait une autre femme qui était en travail. J'ai installé le matériel pour me faire avorter. J'ai nettoyé la salle après. Donc tu as nettoyé ton propre sang? Mon propre sang, les propres bocaux, etc. Je sais pas si on peut qualifier vraiment ça de harcèlement, mais un garçon qui est venu m'envoyer des messages en me disant « T'as tué la chair de ta chair !» Ah oui, quand même. Ça s'est passé. Après, c'était fini. La vie a continué. Mais toi, t'étais prête à te sacrifier? J'étais d'accord pour aller en prison. J'étais un peu moins d'accord pour plus être sage-femme. Salut à tous et bienvenue dans Flashback. Je m'appelle Canel et je suis hyper contente de vous proposer ce nouveau format sur la chaîne De Brut et aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes. Concrètement, Flashback, à chaque fois, je vais inviter 2 personnes et vous verrez qu'à chaque fois, ces personnes, elles ont un point commun. Elles ont vécu la même chose, la même expérience, mais à des époques et des âges différents. Cette semaine, je voulais vous parler de l'avortement et pour ça, j'ai invité 2 femmes, une qui a avorté il y a quelques temps et une autre qui a avorté clandestinement quand c'était encore illégal en France. Elles ont 52 ans d'écart, c'est Aléna et Chantal. Salut Chantal. Salut. Salut Aléna. Bonjour. Je suis super contente qu'on soit là toutes les 3. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter chacune, dire votre âge, dire ce que vous faites dans la vie et en quelle année vous avez avorté? Alors, ça commence par moi? Oui, on peut commencer par toi, Chantal. Comme vous voulez. Alors, Chantal. Donc moi, je suis sage-femme. Je suis à la retraite de l'institution qui était la maternité des Lilas, qui est une institution particulière, depuis 13 ans, 14 ans, et j'ai 74 ans. Et tu as avorté quand tu avais quel âge, en quelle année? Je suis née en 49, donc en 72. Oui, tu avais 24 ans? 24 ans. 24 ans. Voilà. Du coup, je m'appelle Aléna. Actuellement, je suis étudiante en master de droit du travail. Et à côté de ça, je fais de la création de contenu, notamment sur TikTok et Instagram. Alors, j'ai avorté pour la première fois quand j'avais 16 ans et c'était en 2017. Je voudrais commencer par toi, Chantal. Donc, on a dit tout à l'heure que tu avais 24 ans. Au moment où tu apprends que tu es enceinte, comment est-ce que tu l'apprends? En fait, je l'apprends parce que je suis dans mon esprit en train, après avoir fait mes études de sage-femme, dans un esprit tour du monde. Et je veux partir, voilà, là, cette fois-là en Amérique latine. Et je dois me faire, à ce moment-là, pour un certain nombre de pays d'Amérique latine, un vaccin de la fièvre jaune. Et ils disent, ce qui est tout à fait normal, que les femmes enceintes ne doivent pas être vaccinées. Et je réfléchis, je dis, mince, je suis enceinte. Et je le Là, sens. tu ne le savais pas, en fait. Non, je ne le savais pas. Mais tu le sentais? Je le sentais. Okay. Je l'ai senti au moment où ils ont posé la question. Et ça a été assez vite. Et d'ailleurs, voilà, je me suis dit, c'est vraiment pas le moment. Tout de suite. Et j'ai su que tout de suite, c'était une grossesse que je ne garderais pas. Ça a été direct, quoi, à ce moment-là. Et tu vas faire donc un test de grossesse? Oui, ou tu tout te de fais suite après, pratiquement en sortant du lieu de la vaccination. J'ai fait le test de grossesse, j'ai vu qu'il était positif. J'en ai évidemment immédiatement parlé à mon compagnon. Et voilà. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que c'était une grossesse sur stérilet. J'ai été une des premières femmes à avoir un stérilet à l'époque en étant nullipare, c'est-à-dire en n'ayant jamais été enceinte. Oui, parce que nullipares sont les femmes qui n'ont jamais accouché. Pas seulement pas accouché, pas même été enceinte. Pas même été enceinte, d'accord. Toi, Aléna, comment tu apprends que tu es enceinte? Alors, moi, du coup, j'avais un copain depuis vraiment un moment et j'avais du retard sur mes règles. J'avais peut-être une bonne semaine de retard sur mes règles, mais je ne pensais pas qu'être enceinte, c'était une option. Enfin, je savais que tomber enceinte, c'était une option, mais dans le sens où on utilisait le préservatif avec mon copain, on faisait attention, voilà, je prenais mes précautions. Et quand j'ai eu du retard, je me suis dit, oh, je ne sais pas, c'est le stress, c'est l'alimentation, c'est peu importe autre chose, mais c'est pas parce que je suis enceinte. Et j'en avais parlé à une fille de ma classe. Et elle m'a dit, fais quand même un test au cas où. Donc, c'est ce que j'ai fait après le week-end. J'ai demandé à ma mère d'aller m'acheter un test de grossesse et j'ai fait un test du coup le matin. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte. Mais c'est vrai que c'était vraiment compliqué en fait de se dire que à cet âge-là, c'était aussi une possibilité. Enfin, je sais pas, dans le sens où c'est quelque chose qu'on sait,
Au fond de nous, scientifiquement, bien sûr, c'est possible. On sait que c'est possible. Voilà. Ouais. Mais je m'étais jamais vraiment imaginée dans cette situation. Donc du coup, j'étais vraiment, pendant toute la dizaine de jours où j'étais en retard sur mes règles, j'étais limite dans le déni. En fait, je me disais, non, c'est impossible que moi, je sois enceinte, quoi. Donc toi, à l'inverse de Chantal, tu l'as pas du tout ressenti parce que tu étais dans... Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et tu disais qu'avec ton était copain... plus jeune. Hein. Oui. Et puis toi, il y a peut-être... Et puis il y avait la formation. Voilà. Il y avait ma formation derrière. Donc j'avais tous les signes. Je savais ce que c'était que les signes qu'on appelle sympathiques de la grossesse, les seins, les nausées, les machins. Ouais, mais j'avais pas du tout... je connais aussi les signes, douleurs au niveau de la poitrine, les nausées, j'en avais pas du tout eu. Donc, et puis, comme j'étais jeune, ça m'arrivait d'avoir des irrégularités dans mon cycle. Ah oui, 17 donc, 16. 16 ans. Ouais, 16 ans. Donc je me disais, puis souvent quand je voyage et tout, j'ai souvent du retard. Donc... Puis ce qui est aussi possible, Chantal, et tu vas me dire, c'est que c'est possible d'avoir ces signes que tu appelles sympathiques. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Qui ressemblent un petit peu aussi aux signes qu'on a avant nos règles. Donc c'est possible oui, qu'on se dise... oui, exactement. Ça arrive aussi. J'ai vu un chiffre qui était de dire que plus de 70% des IVG sont dus à des échecs contraceptifs. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors moi, j'appellerais pas ça des échecs. C'est-à-dire que, pour moi, les grossesses, la contraception, les IVG font partie de la sexualité de façon intégrale. On ne contrôle pas tout dans la sexualité. Voilà. On peut pressentir des choses, etc. Et tant qu'on ne le verra pas comme ça, de mon point de vue, on va moraliser que ce soit la contraception, que ce soit l'IVG, que ce soit les grossesses aussi. Moi-même, je l'ai fait. C'est-à-dire que je me revois avec une femme qui était enceinte de son 11e enfant, qui rentre dans mon bureau. Et là, je me dis, il faut vraiment que je lui fasse un cours sur la contraception. Là, 11 enfants, au secours, quoi. Et elle s'assoit, elle me regarde et elle me dit... Arrêtez avec cette tête de contraception, les 11 enfants sont voulus. Et là, je me suis dit, bien vu, et elle a bien fait de dire ça. Et c'est là que tu te rends compte que tu as des idées préconçues, quoi. Même toi. Toi, Elena, est-ce que justement, là, moi, je te posais la question parce que je m'intéresse à votre parcours, mais est-ce que toi, au moment où tu es enceinte, on te le reproche, ça, de ne pas être sous pilule ? Oui, mais complètement, mais c'est encore un truc, dès que j'en parle, dans des interventions ou même sur les réseaux sociaux, on me dit, elle avait qu'à être sous pilule, machin, nana, fallait prendre ses précautions. Et même, du coup, quand je suis tombée enceinte à 16 ans, ensuite j'ai dû passer par tout le petit process, prise de sang, nanana, planning familial aussi, ça c'était obligatoire à l'époque, où je devais faire un entretien psychologique avec le planning. Et une des dames avec qui j'ai fait un entretien et qui m'a parlé du coup de contraception m'a donné une plaquette de pilules en me disant ça, il faudra que tu la prennes après ton IVG pour régulariser tes règles. Et en fait, moi je lui fais confiance, j'en sais rien, je me dis ok, d'accord. Et je savais même pas que c'était une pilule contraceptive parce que j'en avais jamais pris, j'en avais jamais vu. Et quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit mais en fait, c'est une pilule contraceptive. Pourquoi elle te donne ça ? Elle te dit que tu dois le prendre après alors que pas du tout. Donc et oui, donc c'est quelque chose que on me dit souvent qu'il fallait que je fasse attention à ma contraception, nanani nanana. Et surtout comme si en fait c'était une responsabilité qui reposait que sur moi alors que j'étais en couple. Je veux dire, c'est un choix qu'on avait fait à deux de se protéger avec une capote. Ça nous convenait. Moi, la pilule, ça me convient pas. Voilà, c'est tout. Le débat s'arrête là. Que je sois sous contraception ou non, de toute façon, ça change rien au fait d'avoir le droit de faire une IVG ou non. Donc voilà, en fait, c'est vrai que la statistique de dire 70% des femmes avortent en étant sous contraception, c'est même quelque chose dont moi je parle, mais parce que justement, comme me le disait Chantal, il y a ce regard moralisateur qui pense que si on n'a pas fait gaffe avec notre contraception, qu'on ne l'a pas prise en main, de toute façon c'est notre faute et comme si notre avortement était moins valide, moins légitime, qu'on avait moins le droit et qu'on était les mauvais avortements, quoi. Si on reprend la chronologie, donc tu as appris que tu étais enceinte, tu l'as dit à ta mère que c'est elle qui t'a amené le test de grossesse. Comment ça se passe du coup quand vous décidez d'en parler ? À qui t'en parles en premier, toi ? Alors moi, au début, j'en ai parlé que à ma mère, parce que j'habite avec ma mère du coup. Et mon père a été au courant, mais bien plus tard, peut-être 1 ou 2 ans après. D'accord. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé à ma famille
élargie, autre que ma mère avec qui j'habite, quoi. Et ma mère m'a accompagnée dans toutes les procédures et vraiment été... J'ai toujours eu un rapport avec ma mère où elle m'a toujours montré en fait qu'elle serait là pour moi, qu'elle pourrait me soutenir, en particulier pour ce genre de choses-là. Enfin, par exemple, les capotes, c'était elle qui les achetait. D'accord. Parce qu'elle savait que j'avais un copain, elle savait que j'avais des rapports. Ça coule un peu d'autres sources. Et du coup, c'était pas... Enfin, même si c'est pas quelque chose dont on parlait ouvertement non plus, c'était discret, mais je savais que son soutien, il était là. Donc c'est vrai que même si j'étais angoissée à l'idée de lui en parler, je lui en ai parlé. Donc évidemment, j'ai mis au courant mon copain. D'accord. Après, de base, je voulais un peu garder ça pour moi, dans le sens où même ma mère m'avait dit, un peu pour me protéger aussi, évite d'en parler trop, parce qu'elle savait que voilà, les gens allaient parler, surtout au lycée. Moi, j'étais dans un petit lycée, vraiment tout se savait, quand machin a pécho machin à la soirée de trucs. Ça, le lundi, on le savait tous. Et ça n'a pas loupé du coup parce que j'ai dit à quelques copines de classe. Et au final, ça s'est répandu. Et c'était un peu le potin du mois pour les gens de mon âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te pend du doigt? Ça veut dire qu'on s'en moque? Ou ça veut dire juste c'est le ragot et ça passe? Y avait le côté potin où juste les gens en parlaient. Et après, il y avait le côté beaucoup plus malsain où... Je ne sais pas si on peut qualifier vraiment ça de harcèlement, mais en tout cas, ça a duré longtemps, où on me faisait des remarques, mais assez passives, dans le sens où il y a eu les confrontations directes quand on a su que j'ai avorté, du type un garçon qui est venu m'envoyer des messages en me disant t'as tué la chair de ta chair. Ah oui, quand même. Ouais, non, mais des trucs, mais puisqu'on est à l'âge de pierre, quoi. Et toi, Chantal, est-ce que tu as eu des remarques un peu similaires? Donc, on est dans une époque différente. Alors, moi, je suis dans une époque, quand ça m'arrive, où c'est illégal. Donc, il faut que j'aille à l'étranger pour le faire. Oui, parce que c'est que 2 ans après. Donc là, on est en 73. Et c'est qu'en 2 ans après qu'il y aura la loi Veil qui rendra l'avortement légal en France. On en est là, pour remettre... Oui, bien sûr. Et là, les femmes meurent d'avortement illégal. Donc, c'est très, très chargé. Écoutez, on ne doit pas tuer quelqu'un, et c'est tout. Vous pensez que c'est un crime d'avorter? Oui, exactement. Pour moi, c'est honteux, celles qui veulent se faire avorter. Vous pensez que le plaisir se paie? Eh bien, exactement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal d'avoir des enfants. Et je conçois mal qu'une femme leur jette. Et ton compagnon de l'époque, lui, ça a toujours été le même. C'est ton mari c'est maintenant. Mon mari, voilà. Donc ton mari, vous n'étiez pas mariés à l'époque? Non. C'était le début peut-être de votre relation. Voilà. Lui, il réagit bien. Oui. Il le sait, il te supporte. Oui. Et est-ce qu'il te soutient? Je fais un anglicisme. Et est-ce que tu dis à tes je peux parents... quand même dire que, oui, pour être complètement honnête, il m'a toujours reproché, puisque je vous ai dit que c'était sur un... Donc, j'avais le stérilet, donc j'assumais ma contraception. Mais il m'a toujours reproché d'avoir fait le vaccin de la fièvre jaune et d'être sorti et d'avoir fait le test et de lui avoir dit. Mais le vaccin avait été fait. C'est-à-dire que d'une certaine façon, j'avais pris ma décision seule. Et c'est vrai. C'est-à-dire que ça, il faut sous-entendu, à partir du moment où tu fais le vaccin, ça veut dire que tu ne vas pas continuer la grossesse. Il y a une possibilité de malformation fétale. Donc là, on est dans un autre cadre. Et je savais que notre rapport était... ce qui était en train de se construire entre nous était fondamental et très fort. Je le sentais et je n'aurais pas supporté qu'ils me disent « il faut te faire avorter, direct ». Tu voulais que la décision, elle te revienne qu'ils ne me disent pas ça. Voilà. Ou qu'ils ne me disent pas ce que disent les mecs dans ce cas-là. Fais comme tu veux, fais comme tu penses. Et donc après, en revanche, si tu en as un petit peu voulu, tu dis d'avoir fait le vaccin. De ne pas lui avoir fait confiance jusque-là. C'est-à-dire, je lui ai fait confiance jusqu'à un certain point. Et lui dire, voilà, j'ai fait le vaccin. Là, de toute façon, il faut que je me fasse avorter. Par contre, de l'instant, il était d'accord avec l'avortement. Je crois que c'était franchement ce qu'il souhaitait aussi. Voilà. Et après, il m'a parfaitement accompagnée et d'une façon tout à fait remarquable. C'était très bien. Et il a été présent à l'avortement, ce qui n'était pas souvent le cas.
des autres personnes. Il était là le jour où moi, ça s'est passé parce que il y a les médecins des Lilas qui ont été d'accord pour m'avorter au Lilas. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on n'a pas peur de se faire arrêter, de se faire... c'est illégal à ce moment-là en France. Donc comment ça se passe, l'organisation? Alors, sur ça moi, comme je me suis engagée au MLAC et que j'ai su assez vite que pour que la loi, qui a été la loi Veil, existe, évidemment, il fallait une bagarre. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Le MLAC, ça a commencé à sauver les vies dès qu'on a commencé à pratiquer. Je précise, et là c'est la fierté de femmes, mais à la fois de la France, c'est que la France est le seul pays au monde où ce sont les femmes de la société civile qui majoritairement ont pris les canules pour avorter les autres. Donc ça, c'était un truc dont dont la France peut être fière, qui n'est pas tellement dessus, que c'est les femmes de la société civile. Alors, quand je vois qu'on embête les sages-femmes aujourd'hui pour faire les avortements, alors pour nous, c'est un geste, mais qui n'est rien à faire, et que notre histoire a été sauvée par les... Moi, dans mon MLAC, c'était une majorité d'institutrices. Donc, des institutrices qui pratiquaient les avortements. Et donc, quand il a commencé à y avoir des manifestations, évidemment qu'on a réfléchi qu'est-ce qui allait nous arriver et qu'il fallait qu'il nous arrive quelque chose pour pouvoir qu'il y ait des procès et qu'à la suite de ces procès, des jugements soient rendus qui puissent faire jurisprudence pour faire avancer et qu'on puisse faire avancer le schmilblick. Cet enfant, les femmes d'aujourd'hui sont-elles libres de le vouloir ou de le refuser? La question est posée publiquement en octobre au procès de Bobigny. Marie-Claire, 17 ans, est jugée ce jour-là pour s'être fait avorter. La seule chose que tu te disais en tant que professionnel, c'est pourvu que ça ne me tombe pas dessus, que ce ne soit pas moi qui soit arrêtée. Mais toi, tu étais prête à te sacrifier. Ah ben oui. Quand il y a tellement de vies que tu sauves, je suis même plus sûre qu'on est... Alors, le seul sacrifice, c'est que j'ai su tout de suite, quand j'ai été sage-femme, que c'était vraiment, vraiment, vraiment le métier que je voulais faire. J'étais d'accord pour aller en prison, j'étais un peu moins d'accord pour plus être sage-femme. Est-ce que vous pouvez me décrire peut-être comment ça se passe physiquement pour vous, cet acte-là? Est-ce que toi, Alena, tu peux peut-être commencer à savoir, est-ce que tu as eu des douleurs? Enfin, comment ça se passe pour toi? Toi, c'était un IVG Une IVG par voie médicamenteuse. D'accord. Tu l'as fait à l'hôpital ou chez toi? Non, je l'ai fait à la maison. Et donc du coup, pour préciser, il y a une première pilule qui est prise pour, en gros, arrêter la croissance de l'embryon. Et 48 heures à peu près plus tard, une deuxième qui va faire des contractions pour expulser l'embryon. Et donc après, on a comme des grosses règles, quoi, pendant une quinzaine de jours. Et donc, ouais, c'était hyper douloureux. Et ça, toi, on te l'explique? On t'explique oui. On t'explique bien. La gynéco, vraiment, à part l'expérience un peu bizarre au planning familial où on m'a donné une plaquette de pilules en me disant il faudra que tu prennes ça obligatoirement, j'ai pas eu du tout de mauvaise expérience avec le corps médical. Franchement, ça s'est très bien passé. Donc oui, c'était super, super douloureux. Et je sais pas si le fait qu'on m'ait donné que du Doliprane, c'est parce que j'étais en dessous du poids, ou en dessous de l'âge pour donner quelque chose de plus fort. Mais la deuxième fois, je sais qu'on m'a donné un truc qui était avec de l'opium. Et là, c'était tranquille. Donc là, c'était... ça m'a fait mal, bien sûr. Mais la première fois, oh là là là, c'était horrible. Mais je pleurais, je me tordais dans tous les sens. Ça m'avait vraiment fait très, très mal. Et ton compagnon était avec toi? C'est ce que j'allais dire. Non, il était pas avec moi. Et toi, Chantal, comment ça s'est passé en termes, du coup, de douleur, de ce que tu te sentais seule, enfin, tout ça? Non, moi, ça se passe très bien. C'est-à-dire que... Et le médecin qui apprend... Il y a le gynécologue ami qui est à côté, qui lui explique comment on fait. Il me fait... Bien sûr que c'est douloureux, surtout qu'il n'y avait pas d'anesthésie locale à ce moment-là, donc c'est sans anesthésie. Mais je sais déjà tous les gestes, moi. C'est-à-dire, je sais les gestes, je sais ce que je... Enfin, je ne sais pas ce que je vais ressentir, parce que c'est la première fois que je vis un avortement. Mais j'ai vu les femmes le ressentir, et donc j'ai quand même imaginé 2-3 moments ce qu'on devait ressentir. Et donc, voilà, je le vis... je suis préparée.
j'ai une préparation à l'avortement, ce qui est très différent à la fois des femmes de mon époque et même parfois des femmes d'aujourd'hui. Moi, pendant juste l'après-naissance, excusez-moi, juste l'après-avortement, j'ai expliqué que j'avais nettoyé les bocaux, j'ai nettoyé la salle, parce qu'évidemment, ça saigne. Donc, tu as nettoyé ton propre sang, mon propre sang, les propres bocaux, etc. Le produit de l'aspiration, tout ça. Je trouvais ça très bien. Hein. Moi, je répète, hein, je n'ai rien. Mais il y avait un truc quand même, c'est qu'il y avait une femme qui était en pré-travail, quoi. En début de dilatation même. Et donc, elle avait besoin que je m'occupe d'elle. Et donc, je suis allée m'occuper d'elle. Voilà. Et elle me disait... Alors que tu venais d'avorter. Alors que je venais d'avorter un quart d'heure avant. Et donc, tu as encore des contractions, même après l'expulsion, pendant 2-3 heures. Et donc, pendant qu'elle avait des contractions, j'en avais aussi. Mais sauf que moi, je ne pouvais pas lui dire « Ah, ben moi aussi, j'ai des contractions. Youpi, on est toutes les deux. » Voilà. Et évidemment, je ne disais rien. Voilà. Donc, il y avait aussi, à la fois, là, c'était un peu dur parce que j'aurais bien aimé m'allonger et me mettre en position fétale comme n'importe qui a des contractions, qui a tendance à se mettre dans une position comme ça. Et en même temps, il y avait quelque chose de l'ordre de l'universel féminin dans ces contractions ensemble, dont une des deux qui ne pouvait pas le dire à l'autre, évidemment. Hein. Et c'était bien normal qu'elle passe avant. Voilà. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que l'équipe de sages-femmes à qui j'ai dit est-ce que vous pouvez me remplacer parce que là, elles m'ont dit non. Pourquoi elles t'ont dit non? Parce qu'à l'époque, les sages-femmes étaient contre l'avortement, y compris les sages-femmes engagées qui étaient celles des Lilas. Donc, elles m'ont dit non et elles n'ont pas voulu changer leur garde. Donc, on a attendu que j'ai fini d'ailleurs un accouchement. Et puis, j'ai fait mon avortement. Et il y avait une autre femme qui était en travail. Et donc, j'ai installé le matériel pour me faire avorter. J'ai nettoyé la salle après. Et tout ça ne m'a pas traumatisée. C'est-à-dire que, à la limite, j'ai trouvé que c'était bien de bouger, de participer à ce point-là, etc. Et je voulais dire aussi que les Lilas, c'était chez moi. Les salles de naissance, j'y étais tout le temps. C'est dans une salle de naissance que je me suis fait avorter. Nettoyer, etc. Ça faisait partie des choses que je faisais tous les jours. C'est-à-dire que j'étais pratiquement dans un avortement à la maison, en fait. Et par rapport aux autres femmes, j'ai eu beaucoup de chance. Aux autres femmes... De ton époque, voilà. Surtout. Parce que des fois, quand je raconte mon avortement et que les gens voient que non seulement je me suis fait avorter, mais qu'en plus, il y a quelqu'un qui a appris sur moi, parce qu'on me l'a demandé, hein, c'était le moment où les médecins, ils s'apprenaient à faire la méthode Karman. Et donc, il y a eu un médecin qui est venu. On m'a dit, est-ce que tu es d'accord, Chantal, pour qu'un médecin apprenne sur toi? Et comment il fait? Il n'a pas peur, du coup, de... Alors, lui, il avait plus ou moins peur, puisqu'il ne les pratiquait pas trop, mais enfin, il les pratiquait. Mais il faut que vous vous remettiez... Alors, cette période-là, précisément, hein, avant, là, on était encore dans le pire. Mais à cette période-là, les femmes commençaient à être tellement en colère de voir que c'était un geste qui n'était pas grand-chose à faire et qui entraînait tellement de mortalité, quoi, et tellement de complications, parce qu'il n'y avait pas que la mortalité, il y avait les complications, évidemment, que j'ai parlé en tant que stérilité, mais aussi dans les familles. C'est-à-dire, il y avait des enfants qui étaient tout petits et dont la mère s'était fait avorter et qui mouraient. C'est-à-dire, il y avait des orphelins, il y avait des mecs, mais catastrophés par la disparition de leur femme. Donc, il y avait tout ça. Et je ne parle pas des grands-mères, etc., qui avaient perdu leur fille dans ces conditions-là. Donc, c'était dramatique. Et donc, tout ce qu'on pouvait faire pour sauver des vies, c'était une forme de guerre, si vous préférez. On est rentré en résistance et à 100%, on savait qu'on avait raison. Et à 100%, on avait, moi, est devenu définitivement raison dans ma tête et dans ce que je suis. Ça sera toujours vrai, ce que je suis en train de dire sur l'avortement. C'est vrai, point. Donc, je me fous du reste. Et donc, comment on sent les heures qui suivent, les jours qui suivent, les mois qui suivent? Comment on se sent? En fait, moi, quand j'ai avorté, ce que j'avais fait à cette époque-là, c'est que j'avais pris un peu la chose
à la rigolade pour mieux l'accepter. C'est plus après, quand il y a eu tout le harcèlement en fait, qui a suivi de la part de camarades de classe, où en fait, je me suis retrouvée vraiment seule face à ça. Et comme je suis quelqu'un, même au lycée, j'avais des fortes opinions, je le disais, il n'y avait pas de souci, j'étais un peu la meuf qui débattait avec tout le monde. Les gens assument et partent du principe que je sais me défendre et que j'ai pas besoin d'aide dans ce genre de situation. Mais en fait, il y a une différence entre débattre et être un peu prise au piège par des gens qui vont débattre de ton propre vécu et qui vont s'en moquer. Et ça, c'est vrai que en fait, j'ai beaucoup reproché à mon copain de pas avoir juste dit mais fermez vos gueules. Parce que moi, peu importe le temps que je pouvais et que j'aurais pu passer à débattre, à me justifier, à dire mais en fait on s'en fout que je prenne le truc à la rigolade, on s'en fout que j'ai avorté, on s'en fout que j'ai une sexualité à 16 ans, on s'en fout, j'ai avorté, point, deal with it. Peu importe le nombre de temps que j'aurais pu passer à faire ça, il aurait fallu que un mec, mon mec en l'occurrence, fasse un petit coup de pression en disant taisez-vous, laissez-la tranquille, ça aurait mieux marché. Et donc du coup, en fait, le grand scandale, c'est pas seulement que j'avais avorté, c'est que j'en parlais légèrement. Et j'en parlais avec humour. Et quand elle dit qu'elle a été légère, elle n'a pas été légère. Elle était enceinte de quelques jours, éventuellement 2-3 semaines. Et c'est tout. Elle a été là où on en est quand on est enceinte au début d'une grossesse. Tu veux dire que concrètement, un des arguments des personnes qui sont contre l'avortement, c'est dès le début, dès le moment où on sait qu'on est enceinte, ce qu'elle a très bien raconté. On considère qu'il y a déjà un bébé, on est déjà mère et on ne devrait pas on ne pourrait pas en parler comme si, finalement, elle en était quasiment à du retard de règles dans sa tête. Oui. Normal, bien sûr, elle savait qu'elle était enceinte, mais elle n'était pas dans tout un tas de choses physiques, etc., autour de la grossesse. Et par contre, une chose que j'ai trouvée très rigolote, c'est que à la fête du Nouvel An qu'on avait organisée avec des gens de mon lycée, avec des gens justement qui me faisaient des remarques, etc., il y avait une copine à côté de moi qui était un peu catho tradi, et il y a un mec qui a commencé à dire des choses par rapport à mon avortement. Cette copine catho tradi, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est levée, elle lui a foutu la plus grosse claque de sa vie, elle lui a dit maintenant ta gueule, et elle est partie. Et je me rends compte qu'en fait, qu'une fille qui n'a pas du tout été éduquée à accepter l'avortement comme une réalité, comme un truc sans honte, et voilà, et les couilles en fait de faire ça, et le bon sens en fait de prendre ma défense, et que pas mon propre mec, un peu bizarre. Il y a un petit peu un souci. Peut-être qu'en fait, c'est pas les femmes qui manquent de courage, quoi. J'ai oublié de dire un autre truc. C'est la dernière chose que je dis là. Il faut que vous vous imaginiez qu'il y avait un truc que je n'ai jamais pu revécu après, une solidarité incroyable entre les femmes, mais incroyable. C'est-à-dire qu'on se disait, si on est toutes, ce qui va nous faire gagner, c'est d'être ensemble et pas se lâcher les unes les autres. Oui. C'est la claque, là. Oui, exactement. C'est la claque. Exactement, peu importe au final les divergences sur certains points, quand on a ce besoin de santé reproductive en tant que femme, c'est quand même quelque chose de très spécifique, et c'est une expérience que seulement nous, on partage, et du coup, on est obligé de se soutenir même si on ne s'aime pas, quoi. Voilà, c'est au-delà des affinités, elle a raison. Ça va au-delà des affinités, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est noble, quoi. On est dans la noblesse de l'humanité. Alors les petites mères on ne s'entend pas très bien, elle m'énerve celle-là, on sait que c'est là et que le truc est là, alors autant se mettre là, quoi. Voilà, et on verra le reste, est-ce que c'est vraiment intéressant, voilà. Donc voilà, elle a complètement raison. Et donc pour en venir à après l'avortement, après ce processus-là, est-ce que votre rapport à votre corps, il a changé ? Donc toi, tu avais 16 ans, qu'est-ce qui se passe après dans ce que tu ressens par rapport à ton corps ? Moi vraiment, et ça c'est quelque chose que je l'ai toujours dit, l'avortement dans ma vie, ça a été un non-événement. Enfin, c'est vraiment, c'est un truc, ça s'est passé. Après, c'était fini, la vie a continué. À la limite, le seul truc qui a changé, c'est que j'avais un petit peu plus d'angoisse au niveau de ma sexualité pendant un petit moment.
Je suis en mode, si je retombe enceinte. Hein. Au final, je suis retombée enceinte, j'ai réavorté, voilà, rien de neuf, c'est pas grave. Ça arrive. Mais sinon, mais à part ça, mais... Je m'en fous, mais complètement. Et je sais que c'est pas quelque chose qui est partagé par toutes les femmes qui avortent. Bien sûr, il y a des expériences exactement. différentes. Il y a des tonnes d'expériences différentes. Il y a des femmes qui le vivent bien, il y a des femmes qui le vivent mal. Il y a des personnes qui ont besoin de temps pour se décider, il y a des personnes qui le savent directement. Mais peu importe, en fait, cette diversité d'expériences, ça reste pour moi fondamental qu'on arrête de sensationnaliser l'avortement comme ce grand dilemme cornélien de vie ou de mort ou de voilà, parce que ça peut l'être dans des situations spécifiques, ça c'est sûr et certain, mais d'une façon globale, si on en fait un truc hyper mystifié, ça va juste angoisser les personnes qui vont passer par là, parce que de toute façon, on nous le fait déjà bien comprendre qu'il y a une honte, qu'il y a un tabou, voilà. Si on arrête en fait de faire comme si c'était super grave, que c'était une opération hyper waouh, en tout cas de nos jours, hein, parce qu'avant, c'est sûr, il y avait la mortalité, mais en fait, pour moi, c'était comme me faire opérer des dents de sagesse. J'ai eu plus de problèmes en m'étant fait opérer des dents de sagesse qu'après mon avortement, très honnêtement. Donc voilà, c'était vraiment un non-événement et psychologiquement, rien à faire. Et c'est pour ça, je pense que je suis capable d'en parler aussi ouvertement, d'en rire aussi. C'est pour montrer, en fait, surtout aux jeunes filles qui vont passer par là, que c'est pas grave. Et comme Chantal l'a dit au début, pour moi, la grossesse et la grossesse non désirée, ça fait partie de la sexualité. Alors, moi, c'est un tout petit peu différent parce que pour moi, ça reste un événement de vie. Alors, le premier événement, c'est que c'est la première fois que j'ai su que je n'étais pas stérile. Donc, c'était joyeux. Même si je devais me faire avorter, il se trouve qu'avant, j'étais très contente de fonctionner. Donc, j'ai même eu un moment de joie de fonctionner normalement. La deuxième chose, c'est que tout ce que j'ai vécu au Lila, etc., ça a été aussi tout un truc autour de la solidarité. Donc, il y a eu quelque chose, aussi bien la solidarité dans le fait d'avoir accepté qu'il y ait quelqu'un qui apprenne, solidarité des médecins par rapport à moi, d'une équipe qui m'a entourée. Il y a eu ça. Et puis ma solidarité de moi-même vis-à-vis de la femme qui avait des contractions. Donc, tout ça, il y avait quelque chose qui était sublimé par rapport à l'époque même dans laquelle je vivais les choses, où les gens n'avaient pas la chance de vivre ce niveau-là de bonheur finalement, même si en soi c'était pas forcément facile, voilà. Et toi, voilà. Chantal, t'as fait des enfants après? J'ai fait des enfants, bien sûr. J'ai fait 2 enfants. Et j'ai fait un autre avortement, donc un deuxième avortement. Comme Alena, comme toi. Comme Alena, qui a pour spécificité. Il a eu aussi une spécificité, c'est qu'à ce moment-là, j'étais au Lila, je savais comment ça se passait, etc. Et je voulais le vivre à la maison. Et bon, il y avait... À la maison chez toi, pas à la maison des Lilas. Non, chez moi. Et à ce moment-là, l'interruption médicamenteuse de grossesse qu'a vécue Léna, chez elle, c'était interdit. C'était uniquement en hôpital. Voilà, elle a été autorisée en 2001. Et donc... Quand t'es née. Ouais. Voilà. Et voilà, donc ça a été le moment où ça a été autorisé. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai pris les médicaments à la maternité et je suis allée les vivre à la maison et je me suis inscrite comme si j'avais vécu mon interruption médicamenteuse de grossesse à la maternité. Donc, t'es l'une des premières à l'avoir vécu chez elle. Chez moi, en tous les cas, dans l'illégalité. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu illégaux. Illégaux. T'as pas peur, toi, Chantal? Non, j'ai l'impression que pour faire avancer le monde, à condition que ce soit, qu'on fasse pas des trucs atroces, quoi, mais puis que ce soit toi qui prennes vraiment les risques, que tu les fasses pas prendre à quelqu'un d'autre, tu peux pas faire avancer sans prendre des risques, effectivement, un peu. Il faut désobéir. Il faut parfois désobéir. Ouais. Et moi, j'adorerais qu'on reste encore plus longtemps, mais je vais devoir vous poser une dernière question.
pour clôturer cet entretien. Ça va être qu'est-ce que vous gardez chacune, donc Chantal ou Alena d'abord, qu'est-ce que vous gardez chacune de votre avortement? Moi, je dirais que j'en ai fait une force et je suis vraiment ravie d'autant pouvoir en parler et surtout d'être invitée par des grands médias web. Et je sais que ça fait du bien, que ce soit à des jeunes filles qui pourront potentiellement ou qui ont traversé cette épreuve, mais aussi à des femmes plus âgées que moi. Et toi, Chantal, qu'est-ce que tu gardes de ton avortement? De tes avortements, bien sûr. La conscience d'abord que pour chaque personne, c'est différent, un avortement, mais une naissance aussi, une grossesse aussi. Que ce sont des parcours à la fois totalement individuels, parce qu'on arrive justement avec son histoire, comme j'ai dit depuis le début, et particulièrement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une résurgence, une espèce de contraction de l'histoire personnelle dans ces moments-là, et des révélations historiques aussi. Quand elle dit « j'en ai fait une force », c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas si anodin que ça. Et elle a su ramasser tout ça, le dire, le parler, le mettre en mots, ce qui déjà est très compliqué. Voilà, elle arrivait à le redonner aux autres. C'est-à-dire qu'elle a servi de maillon à travers une espèce de chaîne de solidarité comme ça. Voilà. Donc ça, c'est presque ma démarche de vie tout court. C'est-à-dire, on ne garde rien pour soi, rien n'est vraiment intéressant dans ce qui t'arrive. Ça n'est intéressant que si tu peux le transmettre, et si en le transmettant, ça fait grandir les autres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à nous dire en commentaire si les témoignages de Chantal et d'Alena ont résonné chez vous. Cette vidéo, elle est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec de nouveaux invités.